Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. 20h, c'est l'heure du journal au sommaire de ce 20h. Attaque de 7 camions sénégalais au Burkina Faso. Les victimes racontent l'horreur qu'ils ont vécue. Ils ont été attaqués par des hommes armés. Ils ont subi des menaces de mort. Ils nous narrent leur mésaventure dans ce 20h. Retenez également que les chauffeurs de camions sont actuellement à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Medina Fass Mbao, 2 enfants de 4 ans et 7 ans ont perdu la vie dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Les tuyaux à béton ont glissé sur ces enfants, des tuyaux exposés pour les besoins des travaux d'assainissement. Les familles des victimes demandent une meilleure sécurisation des lieux. Nous parlerons également dans ce journal de l'affaire des pêcheurs de Kayar et Mboro, jugés ce matin au tribunal des grandes instances de Thiès. 33 pêcheurs sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme. Notre correspondant nous fera le point. Voici les titres de ce journal. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir à tous. Nous parlons d'abord de l'attaque des 7 camions sénégalais au Burkina Faso. La parole aux victimes. Aujourd'hui, des chauffeurs de camions étaient à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. Ils rejouent le film de leur attaque par des hommes armés. Retenez également que dans ce reportage, des témoignages de chauffeurs, mais aussi, ils nous racontent la marche vers le village de Tougouri, les menaces de mort, mais également la perte de toutes leurs marchandises. C'est un reportage de Aminata Marisso et de Ndiaga Fall. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, des camions en feu dans un vaste espace désertique. Les faits se passent au Burkina Faso. Une semaine après, Madické Dia, un des chauffeurs pris pour cible par des hommes armés, revient sur la tournure des événements. C'était le vendredi 28 avril aux environs de 9h du matin que nous étions en convoi de 7 camions sénégalais et un camion gambien. Après quelques kilomètres parcourus, nous avons été stoppés par un groupe d'hommes armés à bord de motos. Ils nous ont obligés à descendre des camions et à les rejoindre. À l'ambassade du Burkina Faso où nous les avons trouvés, les 19 camionneurs sénégalais ont du mal à oublier l'attaque du 28 avril. Ibrahima Diagne, une autre victime, un autre témoignage. Alhamdulillah, nous sommes sauvés, aucune perte en vie, mais ce fut traumatisant. Nous avions pourtant l'habitude de croiser des hommes armés sur l'axe, mais nous n'avons jamais été attaqués. Cette fois-ci, les groupes armés que nous avons rencontrés nous ont dépouillés de tous nos biens avant de nous larguer en plein désert et de mettre le feu sur nos camions. Dans le désert de la frontière entre le Burkina et le Niger, ils ont tout perdu. Portables, marchandises, bétail, tout parti en fumée. Je n'ai rien vu venir. Nous avons juste vu des camions prendre feu avec toute la marchandise à bord. Les agresseurs ont proféré des menaces de mort. Le reste du trajet, ils le feront à pied jusqu'à Tougouri, un village à 15 km du lieu de l'attaque. C'est à partir de là-bas qu'ils sont entrés en contact avec l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso. C'est environ 400 militaires qui nous ont escortés jusqu'à l'ambassade du Sénégal au Burkina. Depuis la survenue des événements, l'ambassade s'est mobilisée pour venir en aide aux compatriotes. Ils ont mis à leur disposition une résidence et nous nous occupons des papiers comme le sauf-conduit pour leur retour au bercail. Aujourd'hui, à la résidence de l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal, les 19 camionneurs semblent oublier leur terrible trajet. Ils disent être en sécurité. L'ambassadeur s'affaire autour de leur dossier pour leur permettre de revenir au Sénégal après un long voyage, un voyage historique empreint de mauvais souvenirs.
Aminata Mbaresso, bien entendu, nous allons suivre l'actualité de ces 7 camionneurs. Ce sera dans nos prochaines éditions. Retour au Sénégal, drame à Médina Fass Mbao, quartier situé dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. 2 enfants âgés respectivement de 4 ans et de 7 ans ont perdu donc la vie. Des tuyaux exposés pour l'assainissement de la localité, pour les besoins donc de travaux d'assainissement ont glissé sur ces enfants. Les familles des victimes demandent une meilleure sécurisation des lieux. Nous les écoutons au micro de notre correspondant Abdoulaye Anna. Lorsque nous étions présents sur le site, on a constaté que vraiment c'était catastrophique. Parce qu'il y a une buse dont on a trouvé les enfants sous la buse. Et il y avait certainement un problème pour essayer de les évacuer. Et c'était tout à fait un problème. Malheureusement, ils sont tombés morts au nombre de 2 enfants. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plus de diligence, mais aussi sur l'aspect sécuritaire. Parce que nous tous, nous sommes sans savoir que nous sommes dans ces quartiers-là, vraiment, pour essayer de canaliser les enfants, c'est tout à fait un problème. biñ déggee ay yuuxu ñu tëb génn biñ ñëwee génn fekk ñaari xale la benn xale bi moom muy doomi seex be affaire bi tuba bi daa war ci kawam mais sama doom moom xam naa tuba bi waru ci kawam moom tuba bi dakaa dal ci bopp bi nga dal ci bopp bi moo gaañu daal ci la amee gaañ après xolli bu yéeme sax après ci la ko indee ci biir kër gi bakkan yi sànni deret ji tuuru bu bari sax après ci la ko mujjee mu xanaa métti rek am bett ñu torop Courage à ses parents. Rendons-nous maintenant à Thiès et se parler de l'affaire des pêcheurs de Kayar et de Mboro jugés ce matin au tribunal des grandes instances de Thiès. Les 33 pêcheurs étaient poursuivis pour causes et blessures volontaires ayant entraîné mort d'hommes et destruction de biens appartenant à autrui. Dans sa plaidoirie, le procureur demande l'application de la loi et les responsabilités soient situées. La délibération est maintenue, nous dit notre correspondant pour le 10 mai. C'est un compte rendu de Cheranta Diop et de Seyla Tire. 33 pêcheurs de Kayar et de Mboro étaient devant la barre du tribunal de grande instance de Thiès en flagrant délit. Les uns et les autres ont été entendus. Ils ont tous répondu aux différentes interpellations. Ils sont poursuivis pour les délits de coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme et destruction de biens appartenant à autrui. Au cours des plaidoiries, le procureur est revenu sur les faits. Il a plaidé l'apaisement tout en demandant aux juges d'appliquer la loi. Les avocats de la défense ont abondé dans le même sens. Il s'agit pour eux d'appliquer la loi sans état d'âme. Par rapport aux différents arguments développés tant du côté de la défense que du côté du parquet, la défense a plaidé la relaxe. En ce qui nous concerne, nous estimons qu'il n'y a pas donc, de preuves quant aux faits reprochés aux prévenus, à nos clients. Le ministère public étant effectivement dans son rôle, le procureur a estimé, a demandé au tribunal donc, de sérier et de juger chacun donc, en fonction donc, de son degré de responsabilité. Et, bon, c'est tout à fait normal. La défense ayant la parole en dernier, nous estimons quand l'espèce ne peut pas dire avec certitude que donc, ce sont les ressortissants de Mboro qui ont eu à poser tel ou tel acte, en tout cas donc, pour les faits d'agression qui leur sont reprochés. Ce procès fait suite aux violences et affrontements regrettables ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de Mboro aux pêcheurs de Kayar. Des embarcations ont été brûlées, occasionnant plusieurs blessés de part et d'autre. L'audience a drainé du monde. Les prévenus seront édifiés sur leur sort mercredi prochain. Cri du cœur des hémodialysés qui se trouvent au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ces malades dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles ils sont pris en charge. Ils demandent également beaucoup plus de qualité pour leur dialyse. Selon eux, l'eau utilisée pour leur dialyse est très sale. Ils interpellent le ministre de la Santé. Je vous propose ensemble de regarder le président de l'association des hémodialysés du hangar Pèlerin. Ibrahim Sow, il s'appelle. Il est au micro de Fatima Touré et de Pape Sango Ndembaye.
amuñu sax ambulance benn ambulance sa fi nekk boo xamante ne bu ñaari malade amee ay urgence pour ñu yóbbu leen parce que fii. Nous rencontrons beaucoup de difficultés ici au niveau du hangar pèlerin. Nous les hémodialysés, nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est inadmissible que l'ambulance tombe toujours en panne alors que nous sommes plus d'une centaine dans ce lieu. S'y ajoute le prix très élevé d'un médicament vital pour notre traitement qui s'appelle Misera. On nous le vend à 27 500 francs. L'autre problème majeur reste l'eau utilisée pour la dialyse. Il est impropre, voire très sale pour l'utiliser sur un malade atteint d'insuffisance rénale. kenn xamul nu mu toll te ndox mi bu ñëwee ci machine balaa muy ñëw day jaar ci filtre yi. Si je vous montre l'endroit où cette eau est puisée, vous allez être choqués. Nous souhaitons l'intervention du ministre de la Santé. Il faut qu'elle agisse au plus vite parce que notre situation est vraiment inquiétante. bu ma wiiree ci ginnaaw wan la fi ñuy ndox bi di jóge da nga naan déedéet benn bâche lañ mujj jël def ci ay ndox. teg fii ay réservoir ministre de santé maa ngi koy lancer message. Ibrahima Sow est le président de l'association des hémodialysés au hangar pèlerin. Et merci à Fatima Touré et à Pape Sangoné Mbaye. À la rencontre d'Alioune Cissé, un Sénégalais qui a vécu au Soudan pendant près d'une décennie à cause de la guerre. Il est rentré au pays laissant derrière lui ses rêves et ses économies. La guerre, des moments très difficiles qu'il garde au fond de lui-même. Inscrit en année de thèse à l'université de Khartoum et enseignant dans la capitale soudanaise, Alioune prend un nouveau départ ici au Sénégal. Fatidjan et Yaya Diallo l'ont rencontré. Reportage. Un retour au pays natal particulier. Aliou Cissé revient sur ce voyage qui l'a marqué à jamais. Ce matin, il nous reçoit chez sa sœur dans la capitale sénégalaise. Lorsque la guerre a éclaté, certains profitaient de la situation pour se faire de l'argent. Il était hors de question pour le bus d'accepter notre proposition. Certains étaient même découragés. Nous avons fait la rencontre d'un vieux et qui nous a sorti d'affaires. Mais man xamna situation bi instant bi pa bi kesse mom mo mënon nangu mom mo li cela no waxé non la ñen wax ne pa bi kesse mo fi seuss dañ koy def. En temps normal, le voyage entre Khartoum et la frontière égyptienne dure 5 heures. Mais pour le convoi de Cissé et ses compagnons de fortune, il leur a fallu beaucoup plus de temps pour arriver à destination. Normalement, 7 heures, il faut quitter, mais après... Normalement, on devait quitter à 7 heures du matin. Mais à cause des retardataires, nous sommes partis vers 11 heures. Ce n'est que le lendemain que nous sommes arrivés à destination. Un voyage, des péripéties, des moments de doute, d'incertitude, d'insécurité, beaucoup de négociations. Après nak bañ éggé ci frontière bi c'est le problème qui commence parce que ñun luñu waxanté won ak autorité. Une fois à la frontière, nous avons commencé à rencontrer des difficultés faute de passeport. Le conducteur du bus ne pouvait pas entrer sur le territoire égyptien. Un manque de communication que nous avons pu régler. Kon ñu duggal ñu ci première ville Égypte ko fu ñuy wax Aswan. La frontière franchie, un grand soulagement une fois sur le sol égyptien. Après quelques négociations et grâce à la compréhension des autorités égyptiennes, nous avons pu regagner la ville d'Aswan, près de la frontière. L'État sénégalais, à travers ses diplomates basés en Égypte, nous a mis dans d'excellentes conditions. Pourtant, il garde de beaux souvenirs du Soudan, même si les débuts n'étaient pas faciles pour ce Kaolakois. Nous, les étudiants sénégalais vivant au Soudan, avons mis en place une union qui nous permettait de nous retrouver. D'autres sont dans d'excellentes conditions. Ils travaillent et gagnent bien leur vie. Moi, par exemple, avant l'obtention de ma licence, j'ai commencé à enseigner. Aujourd'hui, il est loin de la guerre soudanaise. Une guerre qui emporte tout sur son passage. Entre familles disloquées et rêves brisés, ce Sénégalais n'est pas épargné.
ni ngay rombee koor yi moom nii nga leen di rombee parce que da ngay gëm rek xam ne yow soo jël risque bi jàll doo jàll. bali da doon dugg ci kër yi ñoom dañoo tëj fenêtre yi lépp bali di dugg ñoom si lañ tawee mais man fexe naa dugg jël quelques bagages yu mu mën a jël ak sama ñaari laptop ordinateur portable si laa ko jëlee parce que ay documents yu bëri ñu ngi fi gars yi arrêté nañu chaque instant dañ lay arrêté ci koñ yi. xam naa si ay famille yoo xamante ne ay famille yu riche yoo xamante ne seen kër yi gars dañ fa dugg violé leen. Le Soudan, un pays d'accueil qui lui a pourtant réussi. Professeur et répétiteur à ses heures perdues, l'étudiant, en année de thèse, a vu ses économies de plusieurs années s'envoler. Je voulais rentrer définitivement cette année. J'en avais parlé à ma famille d'ailleurs. J'ai laissé près de 4 millions dans la tontine de l'école, sans compter mes économies dans les banques. Après 9 années passées au Soudan, il rentre au Sénégal. Aliou Cissé entame un nouveau chapitre avec beaucoup d'espoir, finir son année de thèse et partager ses connaissances des défis qu'il compte relever. Merci Fatidien pour ce reportage. Allons maintenant au nord du Sénégal. Les populations de Kanel crient leur ras-le-bol sur leurs difficultés d'accès à l'eau. Face à leurs souffrances en cette période de forte canicule, les habitants de la capitale départementale désavouent le comité de gestion du forage et tendent la main à la CEDER. CEDER, un projet approuvé par la mairie, mais aussi approuvé également par les dignitaires de Kanel qui ont organisé un rassemblement pour faire entendre leur voix. C'est un reportage de Ali Bandelian et de El Ajli. Dirigé en capitale départementale depuis 2002, Kanel souffre profondément de son accès à l'eau potable. De la production à la distribution jusqu'à la gestion, les populations vivent un véritable calvaire. À travers la réforme portée par l'OFOR, les habitants de Kanel veulent la destitution du comité de gestion du forage pour se retrouver dans le périmètre de la SDR. Depuis quelque temps, un groupe d'individus s'agite à Kanel pour s'opposer et politiser la délégation du service public de l'eau à la SDR par l'État. Notre ville continue de traverser des crises de rupture d'eau liées aux pannes récurrentes du forage. Les différents comités de gestion qui se sont succédés à la tête du forage n'ont jamais réussi à trouver des solutions à cette crise qui perdure et affecte péniblement les ménages. C'est pourquoi la décision prise par l'État de confier l'affermage de notre forage à la SDR rencontre l'adhésion totale des populations de notre commune. La SDR, dans sa rencontre avec ses populations, s'est engagée, entre autres, à mettre en place un modèle de gestion pour assurer le bon fonctionnement du forage, à améliorer l'état général du réseau en dégradation très avancée, à mettre à la disposition des populations une eau en quantité et en qualité, à mettre en place un programme de branchements sociaux contre un paiement de 5 000 francs qui représente une avance sur consommation dans les nouveaux quartiers de Kanel, à construire un grand château d'eau capable de résorber définitivement les besoins en eau de notre commune. Projet déjà financé par la BAD pour soulager les populations de Kanel contre les crises récurrentes d'eau ici. Maintenant, nous sommes déterminés à accompagner la SDR dans ses efforts de changer considérablement le forage. Une journée de mobilisation pour saluer l'affermage dans le périmètre de la SDE qui va réaliser dans sa première phase plus de 500 branchements sociaux à Kanel. Ouvrons maintenant le chapitre politique dans ce journal. Après les morts enregistrées à cause des violences politiques, les politiciens finissent toujours par se retrouver autour d'une table pour dialoguer. Beaucoup de Sénégalais pensent que les jeunes sont manipulés car le dialogue n'a jamais été rompu entre politiciens et les plus grands perdants sont les jeunes mais également les familles. C'est un reportage signé Pafaraning et Youssou Baro. De 2012 à nos jours, plus d'une dizaine de morts à cause des manifestations organisées par les leaders politiques. Malgré leur hostilité affichée, les hommes politiques finissent par se retrouver pour dialoguer. Une ruse que déplorent beaucoup de citoyens. Les jeunes sont les grands perdants car ils sont utilisés par les politiciens. Ces derniers sont là que pour leurs intérêts personnels. Les jeunes doivent chercher du travail, c'est mieux pour eux. Ils sont les grands perdants. Un digne citoyen ne doit pas faire de la violence pour satisfaire son leader politique. Il faut travailler, c'est mieux pour nous.
À l'image de la rencontre entre Macky et Khalifa, le dialogue n'est jamais rompu entre les politiciens qui ont aussi leur propre agenda. Vraiment, je suis désolé parfois comment on utilise les jeunes. Il faut faire comme eux, aller à l'école ou avoir un métier pour subvenir à nos besoins. Moi, je ne vais jamais manifester. J'attends le jour du vote pour faire entendre ma voix. Et de dire la vérité à cette jeunesse qui est souvent manipulée, qui est souvent utilisée comme bras armé. Et qu'aujourd'hui, cette jeunesse très difficile à faire comprendre que la situation d'aujourd'hui, leur responsabilité ou bien leur avenir ne se repose pas entre les mains des hommes politiques. Parce que les hommes politiques ont leur agenda caché. Les hommes politiques aussi roulent pour leurs intérêts particuliers. Il n'y a jamais eu rupture de dialogue entre les hommes politiques. Il ne s'agit pas ici des leaders politiques. Ici, il s'agit des leaders qui règlent des comptes politiques. Abou Diallo, membre de la société civile, qualifie de crime organisé ces appels à manifester. Selon lui, les politiciens ne disent pas la vérité aux militants. Le fait qu'on invite la jeunesse de venir, de sortir, de barrer la route à de toute façon qu'il leur impose d'une manière d'organiser des rassemblements ou de descendre sur le terrain, pour moi c'est un crime organisé. Aujourd'hui, quand il s'agira encore d'une consultation citoyenne, le peuple va prendre encore ses responsabilités. Mais souvent on utilise la jeunesse, on utilise aussi ces primo-votants qui ne maîtrisent pas l'histoire politique, qui n'ont pas d'expérience politique. Certains hommes politiques en abusent. Pour bon nombre de Sénégalais, le dialogue est une tradition au Sénégal. Malgré les morts causées par la violence politique, particulièrement chez les jeunes, qui sont les grands perdants, ainsi que leurs familles. Pape Faragning est dans un communiqué, je cite, le grand parti déclare qu'il ne participera pas à aucun dialogue totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation et dans un contexte qui met en exergue la persécution du parti PASTEF et de son président Ousmane Sonko. Notre coalition Yewwi Askan Wi doit rester soudée pour défendre au plus haut point la démocratie et l'expression plurielle des libertés dans notre pays. Nous en appelons à la responsabilité des forces vives pour le renforcement et la pérennisation de l'état de droit et des attributs de la République. À cet égard, le grand parti restera toujours constant dans sa détermination absolue contre la forfaiture d'une troisième candidature anticonstitutionnelle. Fin de citation. Et puis Seydi Gassama, le directeur de Amnesty Sénégal, est favorable au dialogue politique. Pour lui, un pays a besoin de dialogue et c'est pourquoi il exhorte tous les acteurs politiques à s'y rendre. Mais il faut au préalable définir les termes de ce dialogue pour pouvoir régler beaucoup de questions en suspens. Seydi Gassama, il est au micro de Fatou Bintou Conté et de Youssou Baro. Si on peut émettre beaucoup de critiques par rapport au dialogue précédent, notamment sur la manière dont ces dialogues ont été conduits, sur la mise en œuvre des résultats de ces dialogues, nous pensons que les Sénégalais doivent toujours dialoguer. Et donc nous encourageons toutes les parties prenantes, tous les partis politiques, toute la société civile, en tout cas toutes les organisations qui sont conviées au dialogue à aller dialoguer. Bien entendu, il faut des termes de référence très clairs, que l'on sache exactement sur quoi on va dialoguer. Une fois que les termes de référence sont clairs, nous invitons tout le monde à aller au dialogue, à discuter et à trouver des consensus sur des questions qui puissent faire avancer la démocratie. Nous pensons qu'aujourd'hui que la réforme du code électoral est une exigence, n'est-ce pas, pour renforcer la démocratie sénégalaise. Les droits électoraux, les droits civiques sont des droits qui sont donnés aux citoyens par des instruments internationaux. En l'occurrence, le pacte international sur les droits civils et politiques. Ils sont donnés par la Constitution du Sénégal. On ne peut pas adopter des lois qui permettent, n'est-ce pas, qui retirent ces droits civiques, n'est-ce pas, à un citoyen simplement parce qu'il a été condamné à des peines de prison avec sursis. Je trouve que c'est vraiment antidémocratique. Donc il faut revoir le code électoral. Il faut aussi certainement discuter d'autres questions relatives au processus électoral.
Et puis dans notre focus de ce vendredi, on s'intéresse au projet de construction du mausolée de Déthié Foundiogou Fall, père du premier Damel du Cayor. Cette figure historique célébrée à travers la pose de la première pierre qui consacre le début des travaux de réalisation de ce mausolée qui lui sera dédié. Déthié Foundiogou Fall est l'une des personnalités que le Sénégal a choisi de donner en modèle aux jeunes générations, afin de leur rappeler en permanence les seuls combats qui valent la peine d'être menés aujourd'hui et pour toujours. C'est un reportage de Ibou Diouf et de Ahmadouba. Ndandefal et autres localités environnantes d'ère du Cayor ancien, au berceau de la souveraineté. C'est ici que Déthié Foundiogou a vu le jour, une figure historique qui demeure et reste le père du premier roi du Cayor. Et la construction de ce lieu à sa mémoire et l'incarnation parfaite de ces symboles. Déthié Foundiogou, qui est l'ancêtre des 33 Damel du Sénégal ou du Cayor. Donc on a un sentiment de satisfaction parce que ça, on l'a toujours attendu. Parce qu'un héros comme Déthié Foundiogou, sa tombe il ne doit pas tomber dans l'oubli. La figure de Déthié Foundiogou Fall est considérée comme un socle fondateur de la République, une et unie du Sénégal, ce que compte perpétuer ses petits-fils. Quand on parle de l'histoire du Sénégal, il faudra reconnaître qu'il y a de ces figures qui ont joué un grand rôle. Déthié Foundiogou avait des compagnons d'une même génération. Il est aujourd'hui l'une des rares personnalités toujours citées en exemple. Donc, il urge de reconnaître ce mérite. Repère indélébile dans l'histoire du Sénégal, d'où la pertinence d'honorer sa mémoire, une page d'histoire qui fait synthèse nationale. Qui a toujours été fortement influencé par la sagesse de nos guides religieux, coutumiers et la bravoure héroïque des rois qui ont régné durant ces époques où la rapacité et la férocité humaine n'ont d'égal à leur comparer. Ndand est honoré. Ndand est honoré. Tout le Sénégal est honoré. Le Cayor est honoré aujourd'hui par le ministre de la Culture, par le biais du président de la République, M. Macky Sall. La figure de Déthié Foundiogou célébrée à travers la pose de la première pierre qui consacre le début du travaux de réalisation du mausolée qui lui sera dédié. Déthié Foundiogou est l'une des personnalités que le Sénégal a choisi de donner en modèle aux jeunes générations afin de leur rappeler en permanence les seuls combats qui valent la peine d'être menés aujourd'hui et pour toujours. Ibou Diouf, un mot sport, finale Coupe Saint-Michel entre l'AS Ville de Dakar et l'AS Douane ce samedi. Si les Dakarois veulent remporter pour la première fois ce trophée malgré leur manque d'expérience, le coach promet une opposition féroce contre les Gabelous qui ont perdu leur dernière finale. Ils veulent aussi terminer en beauté cette saison avec cette coupe. Les deux équipes étaient en conférence de presse ce matin à la Ligue de Dakar. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce journal réalisé par Pierre Da Silva, coordonné par Dissa Prera, un journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Alors, on se retrouve demain à la même heure pour le journal de 20h. Et tout de suite, la dernière partie de Soir d'Info, c'est avec Binta Diallo. Surtout, restez scotchés, connectés sur la TFM. Bonne fin de soirée.